Mesdames, Messieurs, bonsoir. Voici les titres du journal. Mobilisation pour l'application du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Le Conseil national de la décentralisation en fait son cheval de bataille. La session de ce mardi est en tête du journal. Mobilisation dans le nord-ouest pour des élections dans la sérénité. L'armée rassure. Le président d'Elecam confirme la disponibilité du matériel électoral. C'est à voir dans ce 20h30. Mobilisation des démocrates aux États-Unis pour la destitution du président Donald Trump. Le dossier du 20h30 explique la procédure d'impeachment et projette les perspectives. Voilà pour les titres. Vitesse de croisière vers la décentralisation, la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées est venue donner un coup d'accélérateur au processus. Les travaux du Conseil national de la décentralisation, présidés ce mardi à Yaoundé par le Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Dione Ngouté, auront permis aux membres de cette instance d'entériner les innovations qu'apporte ce Code général. Retrouvons Jean-Pierre Ndjana à l'immeuble Étoile. Intervenant au lendemain du grand dialogue national et surtout de l'avènement du Code général des collectivités territoriales décentralisées, la première session ordinaire du Conseil national de la décentralisation au titre de l'année 2020 s'est voulu le cadre d'appropriation par excellence du nouveau texte par les membres du Conseil. À la suite du Premier ministre chef du gouvernement, le ministre de la décentralisation et du développement local a ainsi entretenu l'assistance sur les innovations majeures contenues dans la loi. Georges Elanga Obama a surtout voulu être clair sur le volet financement tel que prévu par le Code, notamment au sujet des 15% de la dotation budgétaire. Les 15% vont-ils être rendus disponibles cet exercice? Non. Très clairement parce que la loi est promulguée alors que la loi des finances a déjà été adoptée. Mais néanmoins, l'État sait se donner les moyens de financer les activités qu'il met en place. Parlant du statut spécial accordé aux deux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, là aussi, le ministre rassure. Il est effectif. La loi a été adoptée, elle a été promulguée. Quand les régions se mettront en place, les indications qui sont contenues pour le statut spécial du Nord-Ouest et du Sud-Ouest vont avoir cours. Vous aurez les compétences générales, les compétences spécifiques, vous aurez les modalités et les formes d'organisation que la loi a prévues et vous aurez une élection qui sera conduite selon ces termes. À la clôture des travaux, le chef du gouvernement a instruit le parachèvement des textes d'application du nouveau code. C'est à l'effet, bien entendu, d'installer la décentralisation dans le quotidien des populations principales bénéficiaires. Le cadre général de la décentralisation ainsi déterminé n'attend plus maintenant que les hommes et les femmes qui vont l'animer. Ils vont sortir des urnes au terme des élections locales du 9 février. Regard à présent sur cette nouvelle ère qui s'annonce avec Séverin Alégambélé. Il ne fait l'ombre d'aucun doute que le double scrutin du 9 février va déboucher sur le renouvellement de la classe politique à l'Assemblée nationale et dans les conseils municipaux. Et pour les élections locales, à la faveur du Code général des collectivités territoriales décentralisées, les élus vont évoluer dans un paysage fondamentalement reconfiguré. La cuvée des conseillers municipaux élus le 9 février prochain va traduire dans les faits la volonté populaire et politique de l'accélération de la décentralisation. Ils auront un atout majeur, la participation citoyenne des populations. L'administration prendra une réglementation qui permettra aux populations de s'organiser en communautés de quartier, en communautés de village, pour adresser des problématiques au conseil municipal, qui pourront suivre l'exécution des opérations. Je prends un cas simple. Nous sommes une communauté de village. La commune a décidé qu'elle viendrait construire un point d'eau dans notre communauté. Et nous pouvons nous assurer que la manière dont le projet a été monté est correcte, la manière dont les travaux sont exécutés est correcte et la relation entre la commune et l'opérateur économique qui travaille n'est pas incestueuse. Dans le cadre de la décentralisation, on a besoin d'un type de profil, des hommes et des femmes tenant d'une gouvernance locale désormais au cœur du développement. Il faut qu'on ait davantage
des hommes qui sont proches du peuple, qui mettent au centre de leurs préoccupations l'amélioration des conditions de vie et du cadre de vie des populations à la base. Que nous ayons des républicains à la tête des communes qui peuvent défendre les populations et qui peuvent mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de décentralisation. Au final, il faut, comme l'indique le président de la République, choisir en son âme et conscience des mandataires chargés de transformer les aspirations du peuple en des conditions de vie meilleures. L'ONU et la CEAC sont aux côtés du Cameroun pour des accompagnements multiformes, notamment autour de ce double scrutin du 9 février. L'émissaire du secrétaire général des Nations Unies pour l'Afrique centrale et le secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale l'annonçaient au Premier ministre chef du gouvernement ce mardi au cours d'une audience à l'immeuble Étoile. Retrouvons-y Laurentine Bokono. Audience cumulée ce mardi à l'immeuble Étoile. Face au Premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngoté, le représentant spécial du secrétaire général de l'ONU pour l'Afrique centrale, François Lunsini Fall, et le secrétaire général de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, Ahmed Alami. Leur objectif commun, accompagner le Cameroun à bien organiser le double scrutin du 9 février 2020. Il faut éviter tous les messages de haine, il faut éviter la violence, et il faut faire en sorte que les citoyens camerounais aient la liberté d'aller voter parce que c'est leur droit constitutionnel. La stabilité du Cameroun passe par, évidemment, le respect déjà de sa souveraineté, de son intégrité et la confiance à ses dirigeants dans l'action qu'ils sont en train de mener. Pays leader en Afrique centrale, le Cameroun, autant que sa stabilité, constitue un sujet de préoccupation pour la communauté internationale. Durant les dernières élections présidentielles, il y a eu des messages de haine qui ont circulé dans ce pays. Et nous pensons que ces messages ne sont pas de nature à sauvegarder la paix et la stabilité du pays. Assurant sur les visages des hôtes du chef du gouvernement aux sorties de l'audience. Nous sommes rassurés par ce que nous avons entendu. Nous voudrions rassurer ceux qui nous écoutent, comme quoi les élections au Cameroun, nous l'espérons, se passeront dans de très bonnes conditions sécuritaires. Mobilisation, stabilisation, sensibilisation pour un accompagnement conséquent, le Cameroun sait pouvoir compter sur ses partenaires institutionnels pour faire face aux différents défis qui l'interpellent. Ces deux diplomates étaient également reçus ce mardi par le ministre de la Communication, François Lunsini Fall, et Ahmed Alami ont confirmé à René Emmanuel Sadi les bonnes dispositions des institutions qu'ils représentent, l'ONU et la CEAC, pour accompagner le déroulement du double scrutin du 9 février au Cameroun. Les deux hommes ont ensuite pris part à un point de presse donné par le ministre de la Communication, précisément pour rappeler l'importance du respect de l'éthique et de la déontologie pour les médias dans ce processus électoral. Il s'agit pour la presse d'éviter des discours de haine et de promouvoir la paix et la stabilité au Cameroun avant, pendant et après ce double scrutin du 9 février 2020. Pour ces municipales et législatives, on compte à présent 600 431 électeurs potentiels attendus aux urnes dans la région du Nord-Ouest. Les chiffres étaient rendus publics ce mardi à Bamenda par le président du conseil électoral, Eno Abrahams Egbe. Il annonce par ailleurs que le matériel électoral sera acheminé à temps et que la campagne électorale et le vote vont se dérouler en toute sécurité à travers cette région du Nord-Ouest. À Bamenda, Augustin Guizana. Salle de conférence du Minepat à Bamenda. Le conseil électoral d'Elections Cameroun, Eno Abrahams Egbe, tient une ultime réunion avec les acteurs du processus électoral dans la région du Nord-Ouest. Il s'agit des représentants des partis politiques en liste dans le Nord-Ouest, à savoir le RDPC, le SDF, l'UNDP, l'UDP, l'OBRIC et l'ODP. Tous ont une même préoccupation, l'insécurité qui entoure cette échéance électorale. En réponse, le président du conseil électoral se veut rassurant. Des dispositions particulières contenues dans le code électoral, mais aussi le déploiement des forces de défense et de sécurité ont été prises à cet effet. Il faudra qu'ils suivent certaines dispositions qui sont
d'ailleurs dans le code électoral. D'abord, le concept de centre de vote est très important. Ça permet à éviter des incidents majeurs qui peuvent se survenir après les élections. Et nous avons aussi pensé à des corridors de sécurité pour les électeurs qui vont se déplacer. Et le gouverneur a ajouté aussi, dans le cadre de la sécurité, qu'ils doivent donner à temps réel les différents états-majors des partis politiques pour qu'il y ait une bonne couverture sécurité dans ces états-majors. Voilà qui est clair pour que dès le 25 janvier 2020, les candidats aux municipales et aux législatives aillent en toute sécurité à la conquête de l'électorat dans le nord-ouest profond. Le tableau de bord d'Elections Cameroun enregistre près de 600 450 potentiels électeurs du nord-ouest à séduire. Et les CAM s'attellent maintenant à respecter le délai légal du dispatching du matériel électoral. Le matériel est prêt et vous savez que nous attendons le top départ des services de sécurité pour faire acheminer le matériel. Mais dans les très prochains jours, tout le matériel sera déjà à Bamenda et avant le 31, nous serons assurés que le matériel atteint sa destination propre dans le bureau de vote. C'est donc avec optimisme que les différents acteurs du processus électoral dans la région du Nord-Ouest se sont séparés et avec la détermination que chacun ira jouer sa partition pour des élections municipales et législatives transparentes et sécurisées. De son côté, l'armée marque le terrain et rassure les populations dans cette région du Nord-Ouest. Une marche de 12 km s'est achevée à la cour d'honneur militaire de Bamenda par cet appel du général de brigade Cavalaire à tous les séparatistes. Il est désormais urgent de déposer les armes plus que jamais. À Bamenda, voici le récit de Valentin Kouade. Véritable démonstration de force et de puissance de l'armée camerounaise ce jour sur les artères de la ville de Bamenda. Au cours du pro-show organisé, nos forces de défense ont exprimé leur détermination d'en découdre avec les groupes séparatistes. Les hommes sont allés jusqu'à Downtown Commercial Avenue, ils sont revenus pour dire à ces généraux d'un jour que ils doivent déposer les armes. Nous sommes au courant de leur plan et que s'ils ne déposent pas les armes, nous allons mener des opérations militaires pour les neutraliser. Il était question d'assurer les populations de sa sécurité avant, pendant et après les élections. Le profil des hommes que nous mettons sur le terrain, il y a des officiers, des personnels non officiers et des jeunes et qui ont encore leur gnaque. Et l'une des prescriptions, c'est de s'assurer qu'ils respectent les droits des populations. Aucune exaction par rapport aux populations. L'armée camerounaise vient donc de prendre ses responsabilités à Bamenda. Par conséquent, toute opposition au bon déroulement du double scrutin du 9 février prochain devra bien se tenir. Et la relève est plutôt bien assurée au sein de cette armée camerounaise. Ceux-ci sont certes encore aspirants. Pourtant, ces élèves officiers de la 37e promotion de l'école militaire interarmée ont déjà roulé leur bosse à travers de nombreuses formations dans les unités des forces de défense. L'innovation dans leur parcours de formation, c'est le séjour au bataillon des troupes aéroportées de Koutaba avec à la clé un stage aux techniques commando. Un véritable parcours du combattant que présente ici Pierre Evembe. La 37e promotion de l'école militaire interarmée a subi des stages dans des formations spécialisées des forces de défense. Mais l'innovation, c'est l'initiation aux techniques commando réalisées dans la localité mythique de Koutaba, au bataillon des troupes aéroportées. On a des soldats dans les formations qui ne sont pas guéris. Il faut que l'officier ait aussi des arguments pour pouvoir directement être opérationnel. Ici, ce n'est pas un lieu pour les faibles d'esprit. On simule un hélico en vol qui stationne et puis fait sortir les hommes par diverses méthodes. Mettez la corde au bout de la corde. Comment vous?
Ils seront des officiers, rien ne devrait donc leur échapper. On vous donne les ailes, c'est à 5 heures que les chefs sont sur 5 heures. Ça, c'est pour votre sens d'irresponsabilité. À la caisse à sable, la mission commandée se prépare. Dans la pratique, le terrain impose la manœuvre. La caisse à sable n'est rien d'autre que le théâtre en miniature de ce qu'on va jouer en grandeur nature. Et toute la réussite de la mission commence par la caisse à sable. À la fin, 7 autres simulations à balles réelles. Marabout, Kozak! On avance! J'aurai ta peau! Satisfait de la manœuvre en général et des hommes. Voilà donc un aperçu des officiers made in Cameroun. Revenons au double scrutin du 9 février avec la fin du contentieux préélectoral pour les municipales. Ce mardi, le président de la Chambre administrative de la Cour suprême, Daniel Doumbé-Eteki, a levé l'audience au terme de 4 jours de débat très houleux. Sur 127 affaires inscrites au rôle, une soixantaine a été rejetée. Voici le bilan de cette audience fleuve dressée par Nicole Dodo. Après 4 jours de débat à la Chambre administrative de la Cour suprême du Cameroun, toutes les affaires mises en délibéré ont vu leur décision être rendue. Le peuple uni pour la rénovation sociale peut compétir à Konyambeta, dans le centre. J'ai pu voir une chambre qui a essayé de gérer la plupart des dossiers avec impartialité. J'ai vu une chambre qui a pratiquement renvoyé presque toutes les décisions des tribunaux administratifs qui sont arrivés, parce qu'il faut le dire, au tribunal administratif, on a eu l'impression que les juges, n'est-ce pas, disaient tout sauf le droit. La liste du Social Democratic Front rejetée à la commune de Yaoundé 6e. Et le SDF estimait que sa liste avait à tort été rejetée simplement parce que les déclarations de candidature n'étaient pas accompagnées de caution et que cela était le fait des Elections Cameroun qui avaient refusé de recevoir ces cautions. La plupart des échanges lors du procès ont porté sur les questions de transhumance politique des militants. On nous reprochait d'avoir utilisé 4 membres qui appartenaient encore au RDPC. Pourtant, les 4 avaient non seulement démissionné de surcroît, 3 n'avaient jamais été membres du RDPC. Les partis politiques engagés pour les municipales au Cameroun peuvent battre campagne dès samedi prochain. Et pour poursuivre le débat autour de ce double scrutin du 9 février, je vous recommande vivement à la fin de ce journal la 2e édition de l'émission spéciale Droit aux urnes. Aimé Robert Biina et ses invités vous donnent donc rendez-vous pour un plateau consacré exclusivement à ces élections municipales du 9 février. Ouvrons à présent le dossier de la rédaction pour comprendre la procédure de destitution ou encore à laquelle fait face le président américain Donald Trump pour manquement grave à l'exercice de ses hautes fonctions. Le procès qui s'est ouvert ce mardi pourrait s'étaler sur 2 à 4 semaines. Il s'agit en réalité d'une bataille qui oppose les 2 principaux partis politiques aux États-Unis par institutions interposées. Le Sénat face à la Chambre des représentants. Les démocrates sont donc vent debout contre les républicains. Eugène B. présente ici les acteurs sur la scène. La procédure de mise en accusation du président des États-Unis qui entre dans le vif du sujet ce mardi vise l'actuel locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump. Elle oppose 2 camps, les républicains et les démocrates. Mais au-delà de ces 2 camps, c'est la bataille des institutions au Congrès qui est en jeu. Il y a d'un côté les démocrates, majoritaires à la Chambre des représentants, qui ont rédigé les charges et mis en mouvement la procédure de destitution, accusant le président Trump d'abus de pouvoir et d'entrave au travail du Congrès. De l'autre côté, il y a le Sénat, majoritairement républicain. C'est l'institution qui juge le président. Tous les yeux des Américains sont rivés sur ce Sénat, transformé pour la circonstance en tribunal. Les acteurs sont également issus de 2 camps opposés. Les démocrates avaient leur chef de file, Nancy Pelosi, qui a rédigé les charges.
Dans l'autre camp, la batterie d'avocats de Donald Trump, conduit par Michael Cohen, qui plaident pour un acquittement immédiat de leurs clients. L'audience ouverte ce mardi sera consacrée essentiellement aux questions de procédure. En cas d'audition des témoins, le procès pourra durer 4 semaines. Dans le cas contraire, 14 jours suffiront au juge pour rendre son verdict. Mais pour les spécialistes du droit américain, le procès en cours n'est qu'une simple bataille par institution interposée. Ainsi va la démocratie au pays de l'oncle Sam. Tentons encore de mieux comprendre cette procédure et selon la Constitution américaine, l'impeachment consiste en la mise en accusation par le pouvoir législatif d'un membre de l'exécutif pour trahison, corruption ou autres crimes et délits majeurs. Et on peut dire que depuis l'année 1789 et l'élection du tout premier président des États-Unis, George Washington, 3 présidents seulement ont subi cette procédure. Il s'agit d'Andrew Johnson, de Richard Nixon et de Bill Clinton, plus près de nous. Philippe Roger et Sama remontent l'historique de ces procédures d'impeachment aux États-Unis. L'impeachment ou mise en accusation est un mécanisme visant la destitution par le pouvoir législatif d'un haut fonctionnaire, d'un membre du gouvernement ou d'un président. Il tire son fondement de l'article 2, section 4 de la Constitution américaine. Depuis 1789 aux États-Unis, la Chambre des représentants a lancé 62 procédures d'impeachment, dont 3 visant des présidents en 1868, 1974 et 1998. La première tentative avait été initiée contre Andrew Johnson, esclavagiste et raciste invétéré dans un contexte de promotion des droits des Noirs. Le Congrès saisit l'opportunité de sa destitution à la suite du limogeage de son ministre de la Guerre. Il échappa à la procédure ainsi enclenchée par une voix manquante lors du vote au Sénat. Richard Nixon est le 2e président à subir une procédure d'impeachment aux États-Unis. Dans la tempête de la célèbre affaire du Watergate, l'enquête des 2 journalistes du Washington Post révèle en 1974 l'implication du pouvoir exécutif dans la mise à l'écoute du siège du Parti démocrate lors de la campagne présidentielle de juin 1972. Face à ces charges graves, le président Nixon annonça sa démission, préférant quitter le pouvoir dans ces conditions que de subir l'infamie d'une destitution. Le 3e sur la liste est Bill Clinton, mis en accusation en 1998 pour des scandales de mœurs, dont la célèbre affaire Monica Lewinsky, une ancienne stagiaire de la Maison-Blanche qui avoua publiquement avoir eu des relations avec le président. Bill Clinton, heureusement, fut acquitté par le Sénat en février 1999. Donald Trump est donc le 4e président des États-Unis dans le couloir sinueux et jonché d'embûches qu'est l'impeachment. Les conditions de l'aboutissement de cette procédure seront-elles réunies en ce qui le concerne? To be continued. Et pour être tout à fait complet sur ce dossier, j'accueille à présent sur ce plateau Romuald Ntwisengok pour le décryptage de cette actualité américaine. Bonsoir Romuald. Bonsoir Adèle et bonsoir mesdames et messieurs. Alors, nous allons essayer de comprendre avec vous. Vous êtes le responsable de la qualité des journaux télévisés ici à la rédaction TV. Tout d'abord, pourquoi donc cette hargne, on allait dire cette détermination du Parti démocrate à pousser Donald Trump vers la porte, vers la démission? Écoutez Adèle, autant vous le dire tout de suite, depuis qu'il s'y est installé le 20 janvier 2017, jamais Donald Trump n'a connu de jour aussi noir à la Maison-Blanche. La faute au 45e président des États-Unis lui-même, si l'on en croit en tout cas son portrait de 450 pages commis en 2018 par le journaliste d'investigation Bob Woodward, que vous connaissez Adèle, et qui présente un dirigeant colérique que les collaborateurs s'efforcent de contrôler pour éviter les pires dérapages. Et c'est donc officiellement à ces dérapages que s'en prend le Parti démocrate, qui l'accuse d'abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès après la première salve donnée en septembre dernier, vous vous en souvenez, par un lanceur d'alerte qui mettait donc en cause un coup de fil de Donald Trump au président ukrainien Volodymyr Zelensky. L'occupant du bureau ovale demandait une enquête nuisible à son potentiel adversaire à la présidentielle, Joe Biden. Tout à fait. Mais
Sous la fumée de cette actualité, il faut dire que brûle en réalité le feu d'une opposition vieille de plus de 2 siècles, ouverte au lendemain de la Révolution américaine de 1776 entre l'ancêtre démocrate à l'origine esclavagiste et le cadet républicain fondé 21 ans plus tard et qui coupa les chaînes de la vente des esclaves. Depuis lors, démocrates et républicains sont en course vers la Maison-Blanche. Voilà en ce qui concerne quelques éléments d'histoire, mais le compte n'y est pas encore. Dans l'immédiat, 2 faits récents ont aiguisé et limé en quelque sorte le ressentiment et la rancune du camp démocrate. Il s'agit de la victoire de Donald Trump, installé au bureau ovale, comme vous le savez, grâce aux grands électeurs, au détriment de sa rivale démocrate Hillary Clinton, pourtant plébiscitée par le vote populaire, ce qui laisse un arrière-goût de dol électoral. Et pour en rajouter, le tout premier décret de Donald Trump lors de son premier jour de travail, l'Obamacare, cette loi sur le système de santé promulguée par Barack Obama en 2010. Un acte pris en face comme une déclaration de guerre. Et tout cela compte pour du beurre et pas au goût de Donald Trump, qui dénonce la plus grande chasse aux sorcières de l'histoire américaine. Une allusion à un mythe américain du XVIIe siècle où de jeunes filles de Salem, dans le Massachusetts, accusèrent des villageois d'être des sorciers et de les avoir envoûtés. Les sénateurs le croiront-ils? Rien n'est impossible. Le rapport de force est tel que les 67 voix requises pour la destitution, les démocrates ne disposent donc pas de ces voix-là. Ils en comptent tout simplement 45. Pour Alan Lichtman, historien très célèbre aux États-Unis, il s'agit davantage d'opposants politiques qui veulent la tête d'un adversaire depuis son arrivée au pouvoir. Et si vous me dites c'est son avis, eh bien j'ajouterai que cet homme a prédit, tenez-vous tranquille, les élections des 9 derniers présidents à la Maison-Blanche depuis Ronald Reagan en 1984 jusqu'à Donald Trump en 2016. On va le suivre certainement, mais destitution ou pas pour Donald Trump à la fin de cette procédure, Romuald, la pièce qui se joue en ce moment même aux États-Unis a marqué la vie politique américaine. Quelles peuvent en être les conséquences à votre avis? Vous savez, en politique, il faut toujours considérer le temps car l'agenda politique subit en général les intempéries de la météo. Lorsqu'elle est bonne, il pleut des victoires. Lorsqu'elle est mauvaise, c'est la tempête qui emporte tout au passage, y compris les rêves d'élection ou de réélection à la Maison-Blanche. D'un côté comme de l'autre, c'est l'élection de novembre 2020 qui est l'enjeu. Les démocrates le savent mieux que quiconque et veulent noyer à tort ou à raison un adversaire pas trop encombrant, haï par la presse, peu gâté par les sondages, mais adulé par les conservateurs et que certains républicains désavouent sans façon. S'il était évincé Donald Trump et son parti affaibli par la destitution, eh bien le bureau ovale serait peut-être alors à la portée de Joe Biden, malheureux soupirant depuis 22 ans, mais encore faudrait-il mettre définitivement hors de course ses concurrentes, Bernie Sanders et Elizabeth Warren, à l'issue des primaires prévues dans 3 semaines, on va dire exactement le 11 février. Mais attention à Donald Trump, réputé adepte de la stratégie du fou, vous savez Adèle, cette théorie mise au point il y a 40 ans par Richard Nixon et son conseiller Henry Kissinger. Elle consiste à faire le fou pour déstabiliser l'adversaire et frapper à l'improviste. Les tweets et déclarations au vitriol du président Donald Trump depuis l'éclatement de l'affaire participent sans doute de cette stratégie consistant à faire perdre le temps de campagne aux démocrates dont l'échec de l'impeachment entraînerait à coup sûr l'impréparation et le fiasco à la présidentielle du 3 novembre. Chez les démocrates comme chez les républicains, un retour de manivelle n'est pas à exclure. C'est l'art de prendre les risques et cela fait partie de l'âme américaine, une sorte d'American way of life.
En tout cas, merci Romuald pour ces éléments de lecture de cette actualité. Nous allons naturellement continuer de suivre avec vous ici à la rédaction et d'autres encore ce qui va se passer donc au terme des 3 semaines de cette procédure d'impeachment. La conférence annuelle pour la suite du journal, la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés du ministère des Travaux publics s'est ouverte ce mardi. Ces responsables tablent sur l'amélioration de la gouvernance des infrastructures routières et c'est dans l'optique de mieux maîtriser les coûts et la qualité de ces ouvrages, des thèmes chers à l'action du ministre des Travaux publics que je vous propose d'entendre ici, le ministre Emmanuel Nganou Djoumoussi. Nous avons observé un surdimensionnement de nos infrastructures. Nous avons observé aussi que les prix sont fixés sur la base des prix moyens pratiqués. Nous avons entrepris de sous-détailler les prix. Nous avons observé aussi que le volume des travaux, des prestations est important comme étant une des conséquences de ce surdimensionnement. Alors, en rationalisant, entre autres, ces éléments, nous allons réussir à prolonger les linéaires des routes construites avec les mêmes allocations financières. Et il faut noter que les prestations doivent être mieux maîtrisées. Tous doivent se conformer à la commande du maître d'ouvrage. De la planification et de l'aménagement du territoire, cette rencontre annuelle des responsables que préside le ministre Alamine Ousmane Meh vise l'accélération de la croissance économique au Cameroun et c'est là le fil conducteur des travaux, les clés de la construction de l'émergence et du développement dans l'inclusion sociale. Nous faisons le point de ces travaux avec notre reporter Elvire Ninan Galima. L'émergence, maître mot au cœur du projet de société au Cameroun. Le ministère de l'économie s'emploie à s'investir à la consolidation des bases de ce fondement pour générer une croissance fortement durable pour le plein épanouissement des populations. Pour cette conférence annuelle, les éléments concrets pour poursuivre et maintenir la trajectoire passent notamment par la contribution de l'économie locale, la création des richesses, l'enjeu de consolidation et du financement de l'émergence. Dans la première étape, pour nous, il s'agit de rendre notre économie davantage compétitive et productive. Si elle est compétitive, elle est productive, elle est à même de créer de la richesse. Cette richesse qui permettra évidemment d'accélérer notre développement. Notre pays a obtenu des taux de croissance autour de 5%. Mais notre indice de développement humain montre que nous restons encore en matière de développement dans la catégorie moyenne avec 0,563. Il est important que cette richesse créée puisse bénéficier aux populations. Les éléments d'accompagnement évoqués ici vont servir à la phase opérationnelle du nouveau cadre de référence de l'action économique du gouvernement qui vise l'accélération de la croissance pour créer des richesses et améliorer les conditions de vie des populations. Le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics mobilise également ses collaborateurs autour de leur conférence annuelle. L'objectif là-bas est d'optimiser les contrôles de la passation et de l'exécution des marchés publics au Cameroun. Le thème de la conférence annuelle de ces responsables du ministère des marchés publics ouverte ce mardi à l'ENAM ici à Yaoundé. Voici le point de ces travaux avec Sidoine Monkam. Les marchés publics connaissent une nouvelle dynamique depuis 2018, année d'adoption du nouveau code régissant ce système, centré sur le contrôle et l'exécution des marchés. Ce volet important dans la réalisation de nombreux projets concerne au premier chef le ministre des marchés publics qui, à l'occasion de ces assises, fixe le cap des grands chantiers de 2020. Le contrôle de la passation et de l'exécution des marchés publics, mais nous allons également suivre l'efficacité à travers un instrument informatique pour lequel nous sommes en train de mettre en place pour en assurer la qualité de l'exécution. La performance, la transparence doivent être de mise dans le processus de passation, de contrôle et d'exécution des marchés. Un vaste programme stratégique que le ministre Ibrahim Talbamala devra conduire avec beaucoup d'intérêt. C'est le suivi des grands projets
et des investissements parce que c'est ça qui est important pour les populations. Nous essayons de contrôler un peu les maîtres d'ouvrage délégués afin que ceux-ci s'acquittent normalement de leurs tâches. Les responsables du ministère des marchés publics et les acteurs du système ont 2 jours pour peaufiner de nouvelles stratégies. Parmi elles, l'adoption d'un outil de suivi électronique de l'activité de passation et d'exécution des marchés. Une tâche ardue motivée par les réussites sur toute la chaîne des marchés publics au Cameroun. Les violences en milieu scolaire dans le feuilleton de la semaine aux 20h30. Le 2e épisode ce soir propose des pistes de solutions pour amener l'harmonie dans cette relation entre enseignants et élèves. La sensibilisation serait ainsi l'une de ces pistes. Daniel Menanga. Je vous dis ça. Cliché saisissant d'une cassure dans la société. Malheureuse exposition en milieu scolaire. Les réseaux sociaux sont en train de procéder à une espèce de déculturation inconsciente qui passe malheureusement beaucoup plus du côté des jeunes qui en sont devenus accros. Il y a 20 ou 15 années encore, une bonne fessée aurait résolu le problème. Aujourd'hui, la peur du fouet a changé de camp. Quand un administrateur va fouetter un enseignant dans la cour de récréation, il y a problème. Il y a comme un déphasage avec le suivi de l'éducation des enfants. Reconstruction de la famille. La deuxième chose à faire, c'est un nouveau regard sur les enseignants. Et ce regard doit d'abord être un regard introspectif, la formation continue de l'enseignant. L'enseignant de 1970 ne peut pas utiliser les mêmes méthodes que l'enseignant de 2020. Quand l'élève sait que tu es en train de lui corriger sur la base de l'amour, il t'écoute et il respecte ses corrections. Mais quand il y a tu es en train de bâtir aussi l'agression dans l'élève, la colère. Les enseignants, réceptacles, sont quelque peu débordés. Marquer les enfants par la maîtrise de ce qu'on fait, par l'amour qu'on a pour ce qu'on fait. Une introspection collective urge face à la coupe qui déborde et à la passivité de la société entière. La Commission nationale des droits de l'homme et des libertés travaille à améliorer le niveau de respect de ces droits au Cameroun. C'est à travers un atelier de 3 jours qui s'est ouvert ce mardi ici à Yaoundé. Et pour ouvrir les travaux, la secrétaire générale de cette institution a indiqué les principaux axes et les sujets qui seront évoqués au cours de ces assises. Je vous propose d'entendre ici Madame Eva Etongue-Mayer dans un extrait sélectionné par Stéphane Zemboman. Nous sommes là aujourd'hui avec les organisations de la société civile pour planifier ce que nous voulons que l'Observatoire fasse dans les 3 prochaines années. Au sortir de cet atelier, nous aurons notre outil opérationnel d'action qui va dicter les activités de l'Observatoire pendant les prochaines années. L'Observatoire devra sensibiliser les populations, sensibiliser d'autres organisations de la société civile, sensibiliser les autorités, collecter des informations sur les violations des droits de l'homme et libertés publiques, faire du reporting pour nous permettre de bien consolider au niveau du siège de la Commission notre rapport sur l'état des droits de l'homme au Cameroun. Ce mardi matin, les auditeurs du poste national de la CRTV ont savouré un grand moment de radio. Alain Belibi, l'ancien directeur central radio, une icône du microphone, récemment retraité, présentait la tranche des matinées de la CRTV aux côtés de Chétabilé. Un véritable régal pour la maîtrise, à travers la maîtrise des textes, le choix même des musiques diffusées. Serge Atanganabiso était parmi ses reporters de ce mardi matin au studio radio en Loncac. Regardez plutôt. À lui l'antenne ce mardi, avec l'éternel sourire. Alain Belibi a même surpris la caméra qui, faisant confiance aux clichés des fiels qui lui ont aussi bâti une réputation de celles qui ne vous mèneront pas bien loin dans un métier, au ciel de la profession notamment.
On le retrouve déjà assis en studio. C'était prévu ainsi. Le maître lance les chroniqueurs, s'entretient avec les invités, caresse nos tympans. Parce qu'il demeure le pro, il a tenu à lui-même fabriquer la playlist de cette matinée à ne surtout pas oublier. Le ministre d'État Charles Etoundi, arrivé pour être l'invité de la dernière heure, lui fait tomber le casque et revêtir la casquette de directeur central du pôle radio CRTV. À jouer les VRP, au détour de quelques blagues et souvenirs d'antan. Ils ont à jouer aussi le rôle de ce matin. L'un à la place habituelle, l'autre tout aussi confortablement calé dans le siège d'invité. L'émission finalement s'achève. Les adieux passent aussi par cette haie d'honneur de jeunes qui pour rien au monde n'auraient loupé ce moment de radio. Il fera un tour en conférence de production. Le débrief, ça s'appelle lire, écouter, regarder les autres, prendre autant de leçons que possible et les mettre en application. Les enfants lui sauteront au cou. C'est un coup de vent qu'il passe désormais au taf. Sa nouvelle et immédiate vie est faite de coups de fil, d'appels à se voir pour un verre, des souvenirs encore et encore. Les copains d'abord. Il y a donc une vie, une gloire après la gloire. Lui-même a la formule pour le dire. Un départ à la retraite aussi tonitruant qu'il eût cru. Un signe des temps, certainement. Plus que 4 jours maintenant et ce sera le branle-bas pour la campagne pour le double scrutin du 9 février. Les membres de la commission départementale de la campagne du RDPC pour ce double scrutin dans la Mefou et à Famba se sont réunis hier lundi à la permanence du parti de Mfou. Il s'agissait alors de faire le point autour du ministre Luc Magloire Mbarga Tangana, le président de cette commission, pour une concertation. Objectif et message de la rencontre avec Luc Bienvenu Onana. Quoique certains partis politiques de l'opposition soient en course dans les communes d'Olangina et de Soie, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais dans la Mefou et à Famba demeure serein. C'est en tout cas dans cette atmosphère d'assurance que se sont déroulés les échanges au sein de la task force locale. Nous sommes RDPC dans la Mefou à Famba, nous l'avons été et nous le resterons. Nous n'avons pas peur de l'adversité, au contraire, ça nous stimule. Si la victoire ne pourra pas échapper au RDPC le 9 février prochain, il n'était pas superflu d'être préoccupé de la discipline qui, par le passé, a souvent failli ébranler le rassemblement. C'est ainsi que l'on a longuement planché sur le sujet, conformément aux prescriptions de la hiérarchie du parti. À côté de cette préoccupation, il a été aussi question de voir s'impliquer à l'opération de charme tous les militants, candidats ou pas. La Mefou à Famba est en mouvement pour, je crois, réussir un beau score au soir du 9 février. Cette fois, nous crevons le plafond autour de 35 millions. Question de répondre à toutes les dépenses liées à la campagne électorale qui arrive bientôt. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique est à Douala. Narcisse Mouele Kombi est allé dans le littoral pour évaluer l'état des infrastructures. Les 2 stades de Japoma et de Bepanda et leurs annexes. Et il a pu constater que la fibre optique est déjà présente sur ces 2 sites. Sur ces pas, notre reporter Monique Félicité Chouane. En mi-journée, ce mardi 20 janvier, le ministre des Sports et de l'Éducation physique, le professeur Narcisse Mouele Kombi et sa délégation sont accueillis à l'entrée de la ville de Douala par le gouverneur du littoral Samuel Dieudonné Iva Adiboa et sa suite. Le cortège converge vers Japoma où le ministre s'est réjoui de voir le stade et ses annexes fin prêts à accueillir le CHAN. Un constat tout de même, les finitions sont en cours. Le professeur Narcisse Mouele Kombi a exigé que tout soit prêt avant le 9 février prochain, date de la visite de la mission d'inspection de la CAF au Cameroun. Nous sommes au niveau de Douala, prêts
Et dans la mesure où il y a une mission de la CAF qui est annoncée dans les prochaines semaines, nous sommes là également pour pouvoir procéder aux derniers réglages qui permettront à nos partenaires de la CAF d'être entièrement satisfaits. Une satisfaction à la vue de ce joyau. Rehaussé par cette bonne nouvelle, la fibre optique est désormais opérationnelle, ce depuis quelques jours à Japoma et ici à Bépanda. Un autre arrêt de la délégation où pour la toute première fois une rencontre de football s'est disputée devant un si grand public. Les Lions A' en match amical ont battu Bambutos de Mbouda sur le score de 2-0 sur les installations de ce magnifique stade annexe. En partant d'un site à l'autre, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a pu constater l'avancement rapide des travaux des routes en chantier. La visite s'est achevée par une concertation entre les responsables des structures hôtelières, hospitalières et aéroportuaires. Également dans cette page des sports, les derniers développements pour les éliminatoires de la Coupe du monde de football 2022. La CAF, la Confédération africaine de football, procédait ce mardi au Caire au tirage au sort de 16 éliminatoires et ainsi le Cameroun figure dans la poule D aux côtés de la Côte d'Ivoire, du Mozambique et du Malawi. La présentation de ces groupes avec Évariste Yenga. Le Cameroun est l'un des moins bien lotis des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. Les Lions indomptables sont à l'étroit dans un groupe D où les éléphants de la Côte d'Ivoire tenteront d'ouvrir en force la porte de la qualification pour le prochain tour. Les oppositions aller et retour entre Camerounais et Ivoiriens s'annoncent très relevées, voire déterminantes pour cette qualification. Les deux autres concurrents du groupe, Mozambique et Malawi, vont aussi lorgner l'unique place qualificative. Le choix à tout hasard du tirage au sort au Caire ce 21 janvier a dispatché 40 pays dans 10 groupes. L'Algérie, championne d'Afrique, est en tête de la poule A. La Tunisie dans le groupe B, le Nigeria dans le groupe C et l'Égypte atterrit dans la poule F. La bataille s'annonce rude entre le Ghana et l'Afrique du Sud, les deux grandes figures du groupe G. Tous ces pays entrent en scène lors de la période de FIFA du mois d'octobre 2020. Seul le premier de chaque poule accède à l'étape suivante. Mais les Lions resteront de toute façon les Lions. Voilà qui met un terme à ce 20h30. Pour l'essentiel de l'actualité du jour, on retient cette mobilisation pour l'application du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Le Conseil national de la décentralisation tenait sa toute première session de l'année ce mardi et l'instance en fait son cheval de bataille. Mobilisation également dans la région du Nord-Ouest pour des élections dans la sérénité. L'armée sur le terrain rassure et le président Delekam en visite à Bamenda confirme la disponibilité du matériel électoral. Mobilisation des démocrates aux États-Unis pour la destitution du président Donald Trump. Dans le dossier du 20h30, nous avons expliqué cette procédure d'impeachment qui a déjà concerné 3 autres présidents américains. La fin du 20h30, une édition préparée avec la collaboration de Marlise et Noam Barga Aoumou, de Augustin Gononga et Stéphane Zimbomo. Un autre journal pour vous sur cette antenne, ce sera à minuit. Vous serez en compagnie de Elvis Teke et de Sadou Mamoudou. Retrouvez donc immédiatement après le journal le magazine en 2e édition, Droit aux urnes, avec Aimé Robert Bina et ses invités pour parler des municipales 2020. Très belle soirée sur notre antenne, la CR TV. Et à demain, 20h30.